Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 19 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Opération escargot en fin de matinée des planteurs de canne. Objectif, faire modifier plusieurs points de la Convention Cannes. Suite de notre dossier consacré au C2DT après les déclarations faites le week-end dernier par Harry Chalus. L'univers du groupe de carnaval Guadam All Stars est à retrouver jusqu'au 10 février au centre culturel Rémy Nasuta. Le journal Aurélie Ronze. Et l'actualité était donc sociale aujourd'hui avec cette opération escargot menée en fin de matinée par les planteurs de canne. En cause, la convention Cannes 2016-2022 qui devait être initialement signée aujourd'hui entre l'État et Iguacan. Les planteurs de canne aimeraient la modifier en 8 points. Ils étaient reçus en fin d'après-midi par la DAF aux Abîmes. On fait tout de suite le point avec Muriel Barlagne. Le rendez-vous était fixé à 7h ce matin par l'intersyndicale JA, FDSEA, UPG, CR au vélodrome Amédée Détro. Objectif, organiser une opération escargot. C'est aujourd'hui que la convention Cannes 2016-2022 aurait dû être signée entre l'État et l'Iguacan. Un document dont plusieurs passages ne sont pas acceptés par l'intersyndicale. En l'état, il serait plus favorable aux usiniers qu'aux planteurs, selon eux. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur la convention telle qu'elle est. On a des modifications à revoir avec l'Iguacan et l'État. Et aujourd'hui, on demande à voir l'Iguacan et l'État pour pouvoir demander à faire ce changement de convention en faveur des planteurs. Si l'intersyndicale devait être reçue aujourd'hui à la DAF avec les autres acteurs de la filière, c'était pour une réunion explicative. Le rendez-vous était fixé à 15h. L'opération escargot a pris le départ à 11h pour s'y rendre. Sur place, les protagonistes tardent à tomber d'accord sur le nombre de personnes issues des syndicats pouvant assister à la réunion. Le ton monte. Finalement, un accord est trouvé. La réunion peut enfin commencer. Une rencontre qui semblait se dérouler dans de bonnes conditions finalement. Alors les choses avancent puisque jusqu'à présent nous avons revisité cette convention article par article. Donc on n'a pas eu jusqu'alors des points d'achoppement. Donc nous sommes actuellement sur la modulation de l'aide qui posait problème. Donc nous sommes en train de revoir les tableaux qui nous a motivés pour pouvoir retenir une modulation. Donc c'est sur ce point que nous sommes actuellement. Mais j'ai bon espoir que nous aurons satisfaction d'ici 1 heure pour pouvoir revoir toute la convention et arriver à un accord qui satisfait les deux parties. L'intersyndicale a choisi quant à elle de se montrer prudente. Elle a refusé de se prononcer avant d'avoir consulté sa base. La circulation était également perturbée ce matin du côté de Morne-à-l'Eau. Très tôt, des barrages filtrants avaient été mis en place à Beauceredon. À l'origine de ce blocage, un collectif de défense qui dénonce l'expulsion la semaine dernière de 3 familles. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre le collectif, le maire de la commune et un représentant de l'État. À Grand-Camp, aux Abîmes, la société immobilière de Guadeloupe a été le théâtre aujourd'hui du confinement du personnel. Ce matin, une employée a ouvert une enveloppe qui contenait de la poudre. Le confinement a été levé en milieu d'après-midi à 15h, mais l'employée a été dirigée vers le CHU de Pointe-à-Pitre pour des examens. Elle ne présente aucun signe clinique particulier, mais a été gardée en observation. Quant à la poudre, elle est en cours d'analyse, mais pour l'instant n'est pas radioactive. Des images signé Anne-Elisabeth Artsen. Au chapitre de l'emploi, le président François Hollande a présenté hier son plan d'urgence pour l'emploi, un plan qui porte sur plus de 2 milliards d'euros avec 500 000 embauches d'ici 2017, mais aussi des mesures de formation des chômeurs et d'allègement des charges sociales pour les PME. Quelles conséquences pour la Guadeloupe? On fait le point avec Anne-Elisabeth Artsen. Il y a aussi un état d'urgence. Ce lundi, le président François Hollande a lancé son plan d'urgence pour l'emploi. Son objectif, inverser la courbe du chômage avant les présidentielles de 2017. Pour Élie Domota, ces nouvelles mesures favoriseraient bien plus le MEDEF que les employés. Encore une fois, ça a bien les gens qui rentrent en stage, d'accord? Sauf que ça prend l'allure en opération électoraliste. On a travaillé pour l'emploi à la NPE depuis plus de 20 ans.
Et vous savez, là, on a rentré en formation, il a fait basculer à une catégorie où il n'y a pas qu'à comptabiliser statistiquement comme étant en chômage. Donc ça veut dire que d'ici fin 2016, début 2017, M. Hollande peut très facilement tirer entre 400 et 500, 600 000 personnes dans les chiffres du chômage en France parce qu'il a fait rentrer en formation. Ce qui veut dire qu'artificiellement, il a fait le nombre de chômeurs diminuer. Donc, c'est une escroquerie intellectuelle. Deuxièmement, là, on a fait rentrer en formation, dans le cadre d'un projet professionnel parce qu'ils savent qu'il y a une création d'activité dans des secteurs. Donc, il faut qu'il y ait un véritable projet de développement économique et social sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir pour que savent qui sont les secteurs qu'on a priorisés et vers qui on a aller. Et un autre bitin aussi qui était particulièrement troublant à l'intervention à M. Hollande, c'est qu'il confirmait qu'il y a un monde qui a eu prud'homme, il a plafonné l'indemnité. Donc, à l'avance, patron là qui savent combien ça coûte, donc il peut licencier quand il veut, parce qu'ils savent que du moment qu'ils mettent un petit monnaie à côté, il peut payer. Et un autre bitin aussi, c'est que aujourd'hui là, il a dit qu'il n'y a pas qu'à toucher aux 35 heures, mais il a permettre des négociations individuelles dans les entreprises pour déroger aux 35 heures, notamment sur la rémunération des heures supplémentaires. Avec plus de 30% de la population active au chômage, dont plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans, la Guadeloupe avait obtenu en 2009 son plan d'urgence emploi. Mais selon le secrétaire général de l'UGTG, il n'a pas été appliqué dans notre département. Ni un plan d'urgence pour l'emploi et la formation qui signe en 2009, ni M. Lirel, ni M. Gillot, ni M. Panchard, ni M. Chalus, pas un monde pas respecter ça, il m'a dedans. Et encore rappelé, il était alentour à 3 axes fondamentaux. On axe sur la création d'entreprises, on axe sur la valorisation des jeunes cadets diplômés guadeloupéens et on axe vers les formations diplômantes et qualifiantes. Rien n'a été fait dans ce domaine. Et je dis là, nous avons une situation encore plus mauvaise en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe, c'est celle région de France et de Navarre où pas ni pas convention qui a lié le conseil régional qui met devant matière de formation professionnelle et le Pôle emploi. Alors que le Pôle emploi a géré la liste des demandeurs d'emploi. Dans toutes les régions de France, y compris en Martinique, c'est une convention avec la région qui a financé et Pôle emploi qui a mis en œuvre avec le demandeur d'emploi. Prime d'embauche de 2 000 € par an pour les PME pour toute embauche en CDI ou CDD de plus de 6 mois, de salariés payés jusqu'à 1,3 fois le SMIC, revalorisation de la formation et de l'apprentissage pour les chômeurs, avec un taux de chômage qui atteint un record historique, ce nouveau plan anti-chômage coûterait plus de 2 milliards d'euros à l'État. On vous en parle depuis quelques jours sur Alizé. En visite samedi à Marie-Galante, le président de région Harry Chalus a évoqué le manque de fonds pour les contrats de développement durable territoriaux, les fameux C2DT. Qu'en est-il réellement ? Karine Gelman s'est penchée sur la question. Le C2DT avant et après Victorin Lurel, fleuron des 6 derniers mois de la présidence sortante, 31 C2DT, 31 contrats de développement durable territoriaux ont été signés avec les maires des communes. Seul irréductible à ne pas avoir signé le contrat, le président entrant, Harry Chalus, auparavant maire de Bémao. Ces contrats, initiés par la région, sont des programmes cofinancés par les communes et la région sur 5 ans. Pour le financement, les communes sont tenues d'apporter 20% et la région 80%. Celles-ci peuvent faire appel à des financements tels que des fonds européens ou des prêts, une démarche somme toute normale, d'autant qu'avant la signature, elles doivent obtenir des autorisations de programme. Il y a 2 étapes, d'ailleurs prévues par la loi. La première, le conseil régional doit prendre une délibération qui lui donne des autorisations de programme permettant au président du conseil régional de signer ces contrats de développement durable territoriaux. Après, les collectivités doivent également prendre une délibération dans laquelle elles s'engagent à apporter leur participation. Une fois les fonds débloqués et les sommes avancées des 2 côtés, les projets pourront commencer. La signature de la région engage la région. Et il est normal que dans la mesure où les programmes sont pluriannuels, ils ne sont pas dans le budget, ça c'est technique, c'est normal. Et lorsque leur projet arrivera à maturité, lorsqu'ils seront prêts, lorsqu'ils auront leur autofinancement, alors ils doivent interpeller la région et c'est alors là qu'on verra si oui ou non la région est capable de mettre le financement prévu en face de l'investissement. Mais pour l'instant, à part quelques angoisses politiciennes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Toutefois, bémol. Et le gros problème de ces contrats, et j'ai donc eu l'occasion de le dire, c'est que les communes se sont engagées parce qu'ils avaient des projets, bien sûr,
à moyen et long terme à réaliser, mais les financements des communes deviennent de plus en plus exsangues. Et vous savez comme moi qu'il semble que en tout cas ceux de la région, les moyens financiers de la région, soit également quelque peu exsangue. La nouvelle présidence pourra toujours revoir le dossier en faisant appel aux intercommunalités. Et je pense qu'il y aura possibilité de renégocier, mais beaucoup plus avec l'intercommunalité qui a davantage de moyens financiers que chaque commune individuellement, dont on sait de toute façon qu'elle n'aurait pas, pour la plupart, sont en situation exsangue, ils n'ont pas les moyens financiers, ne serait-ce que d'honorer leurs 20%. N'importe comment, avant toute spéculation, un audit doit être mené afin de déterminer si oui ou non les moyens financiers existent. Direction Haïti à présent avec le second tour des élections présidentielles qui doit normalement se dérouler ce dimanche. Mais le candidat de l'opposition, Jude Célestin, vient de déclarer qu'il ne voulait pas participer à ce second tour qu'il a qualifié, je cite, de farce. Ce refus de participer au vote de dimanche n'a pas encore été officiellement signifié au Conseil électoral provisoire en charge de l'organisation du scrutin. Haïti qui nous amène à parler de notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir à Grenade, aux Bahamas, mais tout de suite direction le Panama, où les journalistes subissent une forte pression. Voici la Minute Caraïbe. Panama. Les journalistes de Panama City ont signalé qu'ils font l'objet de pression par des hauts fonctionnaires du gouvernement pour éviter d'écrire des articles au sujet de corruption massive dans le pays. Il leur a été fortement recommandé de ne pas faire état du puissant crime organisé qui pèse sur presque tous les aspects de la structure financière du pays et des ramifications avec le Moyen-Orient et même avec la Syrie. Les journalistes ont été mis en garde contre les conséquences personnelles qu'ils pourraient subir. Les investisseurs potentiels au Panama et les banquiers qui envisagent une participation financière dans le boom de la construction qui se développe dans le pays ont été avertis que toute information locale qui affecte directement l'évaluation du niveau du risque du Panama ne peut pas refléter la véritable image de l'économie et la capacité du gouvernement à fonctionner à des niveaux acceptables. En outre, et toujours selon le gouvernement, tout article qui ferait état d'un système judiciaire corrompu et dysfonctionnel doit être minimisé et ne serait pas utile à la bonne exécution des projets au Panama. Bahamas. Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a révélé vendredi que les États-Unis ont une politique étrangère parfois agressive et intrusive. Il encourage les responsables américains à travailler en partenariat et dans la confidentialité sur les dossiers qui touchent les Bahamas pour éviter qu'ils ne soient connus du grand public. Le ministre est revenu sur le récent avertissement délivré par l'ambassade des États-Unis à Nassau qui déconseille aux Américains vivant ou voyageant aux Bahamas de contracter avec les opérateurs de jet ski suite aux différentes affaires de viol qui touchent cette profession. Jeudi dernier, la chargée d'affaires américaine, Liza Johnson, invitait le gouvernement bahaméen à mieux réglementer l'industrie des sports d'eau avant que l'ambassade ne lève son interdiction sur les opérateurs de jet ski. Suite à ces affaires criminelles, la police bahaméenne a lancé de nouvelles patrouilles de jet ski pour effectuer des contrôles sur les côtes de l'archipel. Grenade. Grenade vient de conclure un partenariat avec l'Allemagne pour une coopération internationale visant à établir des communautés autonomes à travers la permaculture, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques et des modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants. John Stolmeyer, le directeur des Caraïbes de Permaculture Consultant, précise qu'il souhaite mettre en place un modèle où la permaculture sera enseignée afin que toute personne puisse acquérir des compétences et les partager. Naba Francis, responsable technique à l'Agence allemande de coopération internationale, a déclaré que l'agriculture grenadienne bénéficiera de nouvelles stratégies pour faire face au changement climatique. Le secteur de l'agriculture a été identifié comme l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Une nouvelle ferme bioclimatique résiliente au changement climatique est attendue pour la fin de l'année.
Retour en Guadeloupe avec les bons chiffres de l'aéroport Paul Caraïbe. En décembre 2015, le trafic a augmenté de 7,8% avec un peu plus de 200 000 passagers. Le trafic vers la zone Caraïbe est quant à lui en augmentation de 13,2% grâce aux destinations comme la Barbade, Antigua ou encore la Dominique. Et puis pour son premier mois d'activité à l'aéroport Paul Caraïbe, Norwegian Airlines a transporté 7170 passagers entre les États-Unis et la Guadeloupe. La destination Montréal bat des records avec plus 53,1% de passagers. Et puis cette info pratique, notez que depuis aujourd'hui, l'enregistrement des vols de la Norwegian Airlines s'effectue désormais au terminal régional T2 de l'aéroport Paul Caraïbe. On va parler de carnaval avec l'esprit du carnaval et notamment du groupe Guadam All Star qui s'expose jusqu'au 10 février au centre culturel Rémy Ninsouta de Pointe-à-Pitre. Des costumes, des décors, des photos ou encore des instruments. Visite guidée en compagnie d'Éric Pommier. Réussir son exposition, Betty Gouffran, membre actif du groupe Guadam All Star, n'a que ça en tête. Et donc dans l'après-midi, passage obligé à Rémy Ninsouta pour peaufiner les détails avec l'aide de quelques amis. Et surtout exposer tous les ingrédients qui font la beauté du groupe. C'est très important parce que ça nous permet de faire connaître le groupe qui n'est pas suffisamment connu puisqu'on n'a que 5 ans d'existence, donc c'est vraiment très important. Ici, le public pourra y admirer toute l'âme de Guadam All Star, dont l'effectif est d'une centaine de sympathisants. Outre les instruments ou les photos de différents défilés, ce sont les costumes en plumes et paillettes qui tiendront la vedette. Du bleu plein les yeux pour rappeler l'emblématique logo du groupe à caisse claire. Guadam All Star vous invite dans l'intimité de son art, unique en son genre. On veut montrer notre travail, l'importance du travail bien fait et du travail soigné, parce qu'on s'y attache beaucoup. Et on veut aussi que les gens sachent qu'on existe. Et puis s'il y a des nouveaux adhérents, ça nous fera plaisir aussi. Seulement 5 ans et déjà une notoriété. Deuxième au Gosival l'an dernier, prix spécial à Tradition à Sainte-Anne, prix spécial du jury à Moule en Folie. Guadam All Star veut marquer de son empreinte cette année 2016. C'est grâce au talent des musiciens parce qu'on a une bonne base musicale et on a un bon costumier et le président aussi qui travaille vraiment dur à la création des costumes. Guadam All Star à découvrir jusqu'au 10 février, vernissage au programme dès vendredi. Bonne nouvelle, point d'interrogation sera de la partie dans la salle opposée. Rémy Ninsouta au rythme du carnaval, une initiative de la ville de Pointe-à-Pitre, inscrite dans les journées du patrimoine. Avant de se quitter, on va faire le point sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble du département. Quelques gouttes de pluie sont notamment attendues par contre sur l'île de Marie-Galante et l'archipel des Saintes. Les températures, elles, seront comprises entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1, des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, d'une météo plus détaillée de notre région. Votre soirée sur Alizé, ce sera un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.